je me suis rendu compte que quelque chose n'allait profondément pas dans ma relation, bien avant d'avoir le courage de l'admettre. Je m'appelle Camille Durand, j'ai 27 ans, et si j'ai fini par tout arrêter, ce n'était pas simplement parce que mon copain restait en contact avec son ex, c'était surtout parce que, pendant presque 2 ans, il attendait de moi que je construise un avenir qui tournait en permanence autour d'une personne qu'il prétendait pourtant avoir laissée derrière lui. Elle s'appelle Héloïse, et malgré le fait qu'il la qualifiait de passé, elle restait sa confidente la plus proche, la première personne vers qui il se tournait au moindre bouleversement émotionnel. Honnêtement, si vous l'écoutiez parler plus de 5 minutes, vous finiriez presque par croire que c'était moi la déséquilibrée, simplement parce que je faisais remarquer qu'elle semblait toujours passer avant moi. Je travaille comme graphiste dans une entreprise tech à Rouen, et lui est dans le marketing. Nous étions ensemble depuis 2 ans et vivions sous le même toit depuis 13 mois, à partager les courses, à diviser le loyer, à imaginer un avenir à 2, à parler de fiançailles un jour, ou peut-être d'acheter un appartement. De l'extérieur, on donnait probablement l'image d'un couple solide, le genre que les gens admirent. Mais en réalité, cette stabilité n'a jamais vraiment existé, parce qu'Héloïse était toujours présente, d'une manière ou d'une autre, et surtout là où ça comptait vraiment. Au début, je me suis convaincue que l'accepter était une preuve de maturité. Je me disais que c'était ça, les relations modernes, que les adultes ont un passé, que rester ami avec son ex est normal, et que réagir à chaque message ou à chaque café donnerait l'impression que j'étais peu sûre de moi. Mais ce n'était pas un contact occasionnel. C'était constant, des messages tous les jours, des appels dès qu'elle traversait une mauvaise passe, de longues sorties pour prendre un café quand elle se sentait dépassée, et même des plans annulés avec moi parce qu'elle avait besoin de lui. Il présentait toujours son comportement comme de la bienveillance, comme si j'assistais à une forme de loyauté admirable, alors qu'en réalité, cela érodait silencieusement notre relation, morceau par morceau. Puis, il y a environ 2 ans, on m'a proposé une promotion dans le bureau québécois de notre entreprise. C'était un poste mieux payé, avec des responsabilités managériales et ce type d'expérience internationale pour laquelle certains attendent des années. Je me souviens être rentrée ce soir-là pleine d'énergie, déjà en train d'imaginer ce que ce nouveau départ pourrait être pour nous. Une occasion de recommencer ailleurs, de laisser derrière nous des habitudes devenues pesantes. Mais sa réaction a tout arrêté net. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas partir, parce qu'Héloïse traversait une rupture difficile et avait besoin qu'il reste près d'elle. Je me souviens être restée là, à le regarder, essayant de comprendre en quoi cela pouvait avoir du sens. À ce moment-là, je me suis persuadée que c'était simplement un mauvais timing, qu'un moment difficile dans la vie de quelqu'un d'autre ne signifiait pas forcément quelque chose de plus profond pour nous. Alors j'ai refusé l'opportunité. Je n'ai pas prolongé la discussion ni adouci le moment. J'ai simplement attendu que tout soit calme. Le dîner était terminé,
Héloïse était déjà partie, et l'appartement était plongé dans ce silence creux qui suivait toujours les soirées où quelque chose d'important s'était joué ailleurs. C'est à ce moment-là que je lui ai dit que j'avais accepté le poste au Québec. Il n'a pas réagi de façon bruyante ou dramatique. Il s'est simplement figé un instant, juste assez pour que je voie le moment exact où il a compris. « Quoi » a-t-il demandé. J'ai répété calmement, en lui disant que je partais vendredi pour visiter des appartements et que je m'installerais définitivement dans 2 semaines. Le silence qui a suivi n'avait rien à voir avec les nôtres habituels. Ce n'était pas de l'évitement, c'était le bruit de quelque chose qui basculait hors de son contrôle. Il m'a demandé quand j'avais même postulé, en soulignant qu'on n'en avait jamais parlé. Je l'ai regardé droit dans les yeux, et je lui ai dit que j'avais pris cette décision de la même manière qu'il avait passé 2 ans à faire passer Héloïse avant ma carrière, sans m'inclure. Son visage a changé rapidement. D'abord la confusion, puis la panique, puis quelque chose de plus lourd, comme s'il voyait enfin le schéma de l'extérieur. Il a essayé d'argumenter, affirmant que ce n'était pas comparable, qu'elle n'était qu'une amie qui avait besoin de soutien. Je lui ai rappelé que j'étais sa petite amie et que j'avais besoin de me sentir choisie. Et il ne nous avait jamais choisis. Il s'est mis à faire les 100 pas, passant la main dans ses cheveux, essayant de reprendre le contrôle de la conversation, en me disant que j'exagérais et que je ne pouvais pas prendre une décision comme celle-là. Je l'ai coupé net et je lui ai dit que c'était déjà fait. C'est là que ça a vraiment percuté pour lui. Ce n'était pas une menace. Ce n'était pas négociable. C'était en train d'arriver. Il s'est assis lentement, comme si le sol venait de se dérober sous ses pieds, et il a commencé à parler de réparer les choses, de poser des limites, de prendre ses distances avec Héloïse. Il disait qu'il n'avait pas réalisé à quel point la situation s'était dégradée. Je l'ai observé attentivement, non pas parce que j'envisageais de revenir en arrière, mais parce que je voulais voir s'il croyait vraiment ce qu'il disait. Je lui ai répondu qu'il était trop tard. J'ai vu que ça lui faisait mal, mais ça n'a rien changé. Il m'a supplié de ne pas faire ça, affirmant qu'on pouvait arranger les choses comme on l'avait toujours fait. Je lui ai répondu qu'on n'avait jamais vraiment rien réparé. Je m'adaptais et lui trouvais toujours des explications. Sa voix s'est brisée quand il m'a demandé si je partais vraiment. Je lui ai dit que, pour une fois, je me choisissais moi-même. Il m'a regardé comme si c'était cruel, peut-être parce que, pour lui, ça l'était. Le lendemain matin, il m'a conduite à l'aéroport. Le silence entre nous était lourd, et il essayait sans cesse de le briser avec de petites suggestions, comme si on pouvait simplement mettre notre relation sur pause et réfléchir pendant que je serais au Québec. Je regardais par la fenêtre, et je lui ai dit que je ne mettrais pas ma vie en suspens pendant qu'il décidait si j'avais assez d'importance à ses yeux. C'est la dernière chose réelle que je lui ai dite avant de sortir de la voiture. Le Québec m'a offert exactement ce dont j'avais besoin. Tout semblait vivant, en mouvement, plein de possibilités, comme si quelque chose dans ma vie s'ouvrait enfin au lieu de se refermer.
J'ai visité des appartements, rencontré ma nouvelle équipe, signé un bail au bord du fleuve, et pour la première fois depuis des années, chaque décision m'appartenait vraiment. Tout sonnait juste. Mais pendant que je construisais quelque chose de nouveau, tout ce que j'avais laissé derrière moi se défaisait. Quand je suis retournée à Rouen pour récupérer le reste de mes affaires, mon téléphone était saturé d'appels manqués et de messages de ses amis, de ma sœur, même de personnes qui ne s'étaient jamais mêlées de nos histoires auparavant. Puis j'ai appris ce qui s'était passé. Le soir de mon départ, Héloïse est venue comme elle le faisait toujours. Sauf que cette fois, je n'étais pas là. Pas de présence discrète, pas de tampon entre eux. Il était vulnérable, à fleur de peau, et elle l'a vu. D'après l'un de ses amis, elle est arrivée avec du vin et des fleurs, l'a remercié d'avoir toujours été là pour elle, lui a dit qu'elle n'avait jamais cessé de penser à eux, et que voir sa loyauté lui avait fait comprendre qu'il était celui qu'elle aurait dû garder. Puis, elle l'a embrassé. Et à cet instant, tout ce qu'il avait défendu pendant 2 ans s'est révélé pour ce que c'était réellement. Ni de la loyauté, ni de l'amitié, mais simplement une opportunité. Quand il lui a demandé ce qu'il en était de son copain, elle a balayé la question, disant qu'elle avait déjà prévu de le quitter, qu'il n'était qu'une présence pour passer le temps en attendant d'être avec lui. C'est là que tout l'a frappé de plein fouet. Chaque appel, chaque crise, chaque fois où il l'avait choisie, elle plutôt que moi, ça n'avait jamais été une question de soutien. C'était une manière de le garder suffisamment proche pour ne pas le perdre. Et à la seconde où je me suis retirée, elle a pris ma place. Il lui a demandé de partir, mais ça n'avait plus aucune importance. Au moment où il a compris ce qui s'était réellement passé, j'étais déjà dans l'avion. Quand il a essayé de me joindre, j'étais déjà loin. Quand il a réalisé ce qu'il avait perdu, il n'y avait plus rien à réparer. Il m'a appelé le lendemain, et j'ai répondu. Il pleurait, sans défense, sans contrôle, complètement brisé. Il m'a dit qu'il voyait enfin tout, que j'avais eu raison. Je l'ai écouté, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je voulais savoir s'il comprenait vraiment. Il a reconnu qu'elle l'avait manipulé, qu'il pensait aider, qu'il croyait agir en quelqu'un de bien. Je lui ai dit la vérité. Il l'avait choisie, elle. Il a dit qu'il ne s'en rendait pas compte. Je lui ai répondu que je le savais. C'est ce qui rendait la situation triste, plutôt que satisfaisante. Il n'avait pas voulu me faire du mal. Il avait simplement refusé d'en voir le prix. Puis, il m'a demandé si on pouvait réparer les choses. C'était la question que j'attendais. Non pas parce que je voulais dire oui, mais parce que j'avais besoin de dire non. Je lui ai dit que je n'étais plus en colère, mais que c'était terminé. Après un silence, il m'a dit qu'il m'aimait. J'ai fermé les yeux un instant, et je lui ai répondu qu'il aimait ce que je lui apportais, pas ce dont j'avais besoin. Puis j'ai raccroché. Pour la première fois en 2 ans,
Je n'avais pas l'impression de perdre quelque chose. J'avais le sentiment de l'avoir déjà laissé derrière moi. Le Québec est devenu ma vie plus vite que je ne l'aurais imaginé, non pas parce que c'était facile, mais parce que plus rien ne me tirait en arrière. Le travail exigeait concentration et assurance, et je m'y suis entièrement consacrée, parce que je n'étais plus partagée entre mes besoins et ceux de quelqu'un d'autre. En 1 an et demi, j'ai acheté un appartement avec vue sur le fleuve, quelque chose qui m'appartenait entièrement, chaque détail choisi sans compromis. J'ai construit des routines qui n'étaient bon qu'à moi, des matins calmes avec un café, des soirées tardives à travailler, des week-ends à explorer de nouvelles rues. Il y avait une forme de sérénité qui n'avait pas besoin d'être expliquée. Elle était simplement là. Avec le temps, j'ai recommencé à fréquenter quelqu'un. Il s'appelle Antoine, et je l'ai rencontré lors d'un événement de networking auquel je ne serais normalement jamais allée. Il est chef de produit dans une start-up fintech, posé d'une manière qui n'attire pas l'attention au premier regard, mais qui la retient dès qu'on la lui accorde. Avec lui, tout semblait simple. Pas de jeu, pas de confusion, pas besoin de se battre pour obtenir de la clarté. Il ne brouillait pas les limites, ne me faisait jamais douter de ma place. Il me choisissait constamment. La différence était presque déstabilisante au début. Lorsqu'il évoquait une ex, c'était clair, sans ambiguïté. Une semaine plus tard, il m'a dit qu'elle l'avait recontacté lors de son passage au Québec et lui avait proposé de se voir. Il m'a expliqué qu'il avait refusé, précisant qu'il était dans une relation qui comptait pour lui et qu'il n'avait aucune raison de rouvrir le passé. Puis, il m'a demandé si cela me convenait. Je me souviens avoir marqué une pause, non pas parce que ça me dérangeait, mais parce que je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi simple être géré avec autant de clarté. Je lui ai dit que c'était plus que parfait. Il m'a répondu que c'était normal. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point j'avais accepté bien trop de choses auparavant. Environ 5 mois après mon installation, mon ex m'a recontacté avec un long message réfléchi. Il parlait de thérapie, de son besoin de validation, de la manière dont il avait brouillé la frontière entre amitié et dépendance émotionnelle. Il reconnaissait m'avoir tenue pour acquise, s'attendant à ce que je m'adapte pendant qu'il restait le même. Il m'a dit qu'Héloïse n'était plus là, non pas parce qu'il l'avait quittée, mais parce qu'elle était partie. Environ 4 semaines après mon départ, une fois qu'elle l'avait obtenue et qu'il n'y avait plus rien à poursuivre, elle s'est désintéressée et a disparu aussi discrètement qu'elle était entrée dans sa vie. Il disait que c'est à ce moment-là que tout s'était effondré pour lui, qu'il avait compris qu'il n'avait jamais été aux commandes, qu'il n'était lui aussi qu'une solution temporaire. Il y a tout perdu, sa concentration, l'élan de sa carrière, sa stabilité. Il m'a demandé s'il pouvait venir au Québec, si on pouvait parler, s'il restait une chance de recommencer. J'ai lu son message plusieurs fois, j'ai pris du recul, puis j'ai répondu le lendemain.
Je lui ai souhaité le meilleur. Je lui ai dit que j'étais contente qu'il fasse ce travail sur lui-même, et j'ai été claire. J'étais passée à autre chose. Il ne l'a pas bien pris. Au début, il est resté poli, mais comme cela ne changeait rien, ses anciens schémas sont revenus. Des remarques subtiles, des pics à peine voilés sur le succès sans connexion, des tentatives pour me faire douter, comme si me choisir avait été égoïste. Ce n'était pas agressif, mais c'était familier. Je l'ai bloqué, non pas par colère, mais parce que je savais déjà où ce chemin menait. Plus tard, j'ai appris qu'il était retourné vivre chez ses parents et qu'il essayait toujours de reconstruire sa vie. Ça ne m'a pas fait plaisir de l'entendre, mais ça ne me concernait plus. Pendant ce temps, ma vie continuait d'avancer. Antoine et moi nous sommes rapprochés naturellement, grâce à la constance. Cuisiner ensemble, marcher en ville, partager des moments calmes qui semblaient pleins au lieu d'être vides. C'était le genre de relation où l'on ne doute pas de sa valeur, parce qu'elle est évidente dans la façon dont on est traité. Finalement, nous avons commencé à parler d'emménager ensemble, non pas par nécessité, mais parce que cela semblait être la suite logique. Nous avons même prévu de retourner à Rouen pour Pâques, afin qu'il rencontre ma famille comme il se doit. Tout était stable. Un soir, je me suis tenue au bord du fleuve juste avant le coucher du soleil, regardant la lumière se refléter sur l'eau. Et j'ai repensé à cette nuit, dans mon ancien appartement, celle où j'étais assise à table pendant qu'il réconfortait une autre femme, et où je me sentais invisible. Je me suis souvenue du silence, du vol, de la décision. Pendant 2 ans, j'avais essayé de prouver que je méritais d'être choisie, d'être suffisamment patiente, flexible, compréhensive. Je pensais que c'était ça, l'amour. Peut-être que parfois, ça l'est, mais pas quand cela exige que vous disparaissiez. Il l'a choisie encore et encore, jusqu'au moment où elle lui a montré ce qu'il choisissait réellement. Et à ce moment-là, j'étais déjà partie. Je ne regrette pas d'être partie. Je ne regrette pas la façon dont tout s'est terminé. Et je ne regrette pas ces 2 années, parce qu'elles m'ont appris quelque chose que je n'oublierai jamais. Quand quelqu'un vous montre la place que vous occupez dans sa vie, croyez-le dès la première fois. N'attendez pas qu'il vous perde pour comprendre votre valeur, parce qu'à ce moment-là, il est déjà trop tard.